Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production ou alors regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la team, bonjour à toute la famille, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les fans. Likez, partagez, commentez, c'est la famille. Je viens aujourd'hui encore avec l'histoire d'une fille que j'ai connue dans le quartier que nous habitons, c'est la voisinage. Voilà, je me présente déjà, je m'appelle Sarah, je suis à Abidjan, je réside en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. En fait, c'est la fille de la voisine un peu éloignée, pas trop côte à côte. Et cette fille-là, elle est élève. C'est une fille qui a tenté plusieurs fois le BPC et tu n'as pas eu. On peut dire que c'est une fille de joie. C'est ce genre de fille-là, vraiment, tu suis les jeunes en tapeurs de clavier, communément appelés à Abidjan ici des bruteurs. Des bruteurs, des tapeurs de clavier, des gars, ce sont tous les mêmes personnes là. C'est une fille vraiment, tu aimes la vie, la mode, les sorties dans le maquis, chaque soir en train de boire, faire la fête. Vraiment, quand tu vois cette fille, elle ressemble plus à une fille de joie, plus que une fille vraiment, je sais pas comment dire ça, plus qu'une fille, une élève en fait. Elle ne ressemble pas à une élève, mais à une fille de joie. Chaque soir dans les maquis, souvent découchée, papa a parlé, maman a parlé fatiguée. Souvent quand la mère parle, elle trouve que la mère parle trop. Souvent même là, les deux font palabre. C'est-à-dire n'écoute pas ses parents, les parents ont parlé fatigués. Et voilà un jour elle tombe enceinte, bim. Quand elle tombe enceinte, elle est là, elle prend du poids. Elle est bien portante dans sa grossesse. Tout allait bien jusqu'au jour de son accouchement. Et d'après ce que j'ai entendu, j'ai appris, on dit que ses contraceptions a commencé vers 4h, 5h par là, jusqu'au petit matin, il l'envoie à l'hôpital. On dit à l'hôpital là-bas, vraiment, elle a souffert dans la grossesse. Elle a souffert, elle n'arrivait pas à coucher, elle se lamentait, elle pleurait. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Arrivé un certain temps, les médecins l'ont laissé. Ils ont dit n'est pas encore l'heure pour le bébé de voir le jour, patati patata. Et c'est comme ça, ils ont retardé à l'hôpital là-bas jusqu'à ce que même on dit elle est quittée sur l'île de l'hôpital pour tomber, bim, sur son ventre, son visage même enflé. Ils ont pris des photos, tout ça. On dit son visage enflé. Et quand ils sont partis voir, ils l'ont soulevé, ils ont vu que son cas est critique. Ils l'ont mis dans l'ambulance pour aller dans une autre hôpital. Et c'est en cours de route qu'elle a rendu l'âme.
Et c'est comme ça que cette fille est partie. Elle a quitté ce monde. Elle est décédée comme ça. On dit que c'est la faute des médecins. Les médecins ont demandé pardon. Mais vraiment, moi, je trouve que la mort de cette fille est mystique. Comment quelqu'un peut être enceinte en bonne santé et arriver à son jour d'accouchement, elle a des blocages, des difficultés même de pousser. Et jusqu'à ce qu'elle quitte sur lit de l'hôpital pour tomber sur son ventre, jusqu'à ce que son visage enfle. Moi, je trouve que sa mort est mystique. Soit ils l'ont vendu dans la sorcellerie, soit c'est l'un de ces gars bruteurs qui l'ont sacrifié. Parce que c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est très fréquent. Vraiment, liker, partager, c'est une leçon de vie. Vraiment, nous les parents, nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Les enfants sont tellement têtus. Tu vas les conseiller, fatigués. Ils vont dire non, c'est la vie, c'est notre temps, c'est la jeunesse. Vraiment, la vie n'est pas que la jeunesse. Il faut prendre soin de soi. Il faut faire très attention et savoir avec qui on marche. C'est pas facile. Une petite fille écolière, tu as tout son avenir devant elle, tu perds la vie comme ça avec son bébé dans le ventre. Vraiment, c'est triste. C'était mon histoire que je voulais partager avec vous. Likez, partagez, laissez votre commentaire et vraiment que le Seigneur nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Coucou DM, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bon, voilà, je vais encore raconter une autre histoire que j'ai vécue vers les années 2016 dans notre maison de fonction quand j'étais encore au Gabon. En fait, l'histoire s'est passée... Ça s'est passé vers les 3h du matin. La scène, en fait, ça s'est passé vers les 3h, environ de 3h du matin. Je dormais avec ma petite soeur. On avait une grande chambre. Et nos fenêtres, c'était des nacos vitrés. Donc, ça avait une défaillance. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu pouvais bouger les nacos. Tu pouvais les ouvrir et les refermer depuis l'extérieur. Je donne ce détail-là pour la suite. Donc, 3h du matin, ma petite soeur me réveille. Elle me dit, en chuchotant, elle me dit que non, lève-toi, on sort. Je dis, pourquoi tu me réveilles? Elle me dit, non, je vais t'expliquer au salon. Lève-toi seulement d'abord. Je dis, je me lève. On part au salon. Elle dit, non, je ne voulais pas te faire peur. Mais toi, comme toi, tu dormais, comme le lit est collé à la fenêtre, quand toi, tu étais allongé, il y a quelqu'un qui a fait rentrer sa main par la fenêtre. Il cherchait à te toucher. Parce que moi, en fait, nous, on dormait en culotte, en fait. Donc, on dormait en culotte. Donc, elle dit, il cherchait à toucher tes fesses. Désolée du terme. Il cherchait à toucher tes fesses. Mais ce qui était étrange, la personne n'avait pas de visage. La main était très noire. Quand elle m'a dit ça, mon cœur a sauté comme ça. Je dis que Seigneur Jésus, je ne dors plus dans la chambre là. On a appelé papa, on a expliqué. Il a dit non, ok. En tout cas, papa allait menacer les gens de vos quartiers. Maintenant, la nuit, peut-être une semaine après, une semaine après, me voilà, en fait, on avait un ordinateur portable dans la chambre. Donc, je tente de manipuler l'ordinateur portable. Je pense que j'étais au sol. Mais mes jambes regardaient la fenêtre. Et j'avais mis genre en mode caméra. Je tentais de me faire des photos dans l'ordinateur. J'avais genre mis le mode caméra. De telle sorte que la caméra regardait la fenêtre. Et notre fenêtre donnait sur une grande terrasse. Il y avait la terrasse, une très grande terrasse où il y avait la lumière. Et notre terrasse là, les carreaux étaient tout blancs. Donc si tu montes dessus,
on va savoir que quelqu'un est passé là. Donc, la caméra regardait à la fenêtre. Moi, je tentais de regarder, je me filmais et tout. Je vois quelqu'un qui a ouvert les narcos. Il est en train de me regarder. Genre, il a calé le rideau, puisqu'il y avait le rideau. Le rideau transparent, mais il a calé ça avec son bras. C'était les environs de 3 heures. Je n'avais pas sommeil. Tout le monde dormait dans la maison. Il a calé, son bras était noir comme le charbon, on ne voyait même pas. La terrasse, bizarrement, la lumière de la terrasse était éteinte. Et je n'avais pas prêté attention. Il a calé son bras. Il a arrêté le rideau avec son bras. Il était en train de me regarder. Imaginez-vous. Vous voyez une ombre. Elle était toute noire. Les yeux seulement, il n'y avait que les yeux seulement. Donc, 2 yeux seulement qui te regardent. Et une main noire qui est en train de caler le rideau. Et qui était en train de me regarder. DM, je me suis retournée. Quand je me suis retournée, la personne a vite enlevé le bras. Je ne sais pas s'il a fui ou parce que je n'ai pas écouté les pieds de quelqu'un courir. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas cherché à savoir qui est où. J'ai seulement sauté sur ma soeur. Je suis tombée sur elle. Que je vais m'évanouir. Ma soeur me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis que je ne parlais plus. Je dis que ce que j'ai vu là. On a détalé de la chambre. C'était la débandade. De toute façon, je sautais là. J'étais à 2 doigts de m'évanouir. Donc, quand on est sorti de la chambre, je suis directement allée toquer à la porte de mes parents. J'ai sauté. J'ai expliqué à papa. Donc, quelques jours plus tard, on a découvert que c'était un vieux du quartier qui se transformait en un truc bizarre pour venir m'observer. Donc, c'est moi qui cherchais. DM. C'est moi qui cherchais. Oh. Même lorsqu'il voulait me toucher. Quand il voulait me toucher, c'était pour me faire quoi avec moi. Eh Seigneur, c'était un peu ça mon histoire. Likez, partagez et bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 3e histoire. Bonsoir DMG, c'est le citoyen du monde qui revient avec une petite histoire. Tout d'abord, nous allons commencer par liker, partager, commenter afin que la communauté s'agrandisse. Que le Seigneur nous donne les forces de raconter nos histoires et que la communauté s'agrandisse. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue au Burkina Faso. J'y étais pour une petite formation de 6 mois avec mon frangin. Nous logions dans un hôtel et apparemment il y avait beaucoup de problèmes d'eau. Parfois il fallait s'y rendre au puits, mais toujours dans le même camp pour chercher de l'eau. Et j'ai constaté qu'il y avait un gros chat qui était là chaque fois pour nous espionner, je vais dire ça comme ça. Pas seulement nous, les clients et tous ceux qui s'y trouvaient, en tout cas. Le chat était toujours là pour contrôler les moindres faits et gestes. J'ai seulement dit à mon frangin que, gars, ça, c'est pas un chat classique. L'animal, là, c'est une caméra mystique. Il me dit, gars, moi, je vois le chat. Toi, tu as souvent tes choses là, mais moi, je vois le chat. Je lui dis que, gars, je vais piéger le chat, c'est aussi comme il est en train de pouvoir me piéger là. Et effectivement, c'est comme ça que je piège le chat. Parce que chaque fois qu'on partait puiser l'eau, le gars était dans un angle pour nous guetter. Le jour là, moi-même, je l'ai piégé. Il ne m'a pas vu en tout cas. C'est comme ça que je tire un grand fût d'eau, un grand seau d'eau autant pour moi. Je me place dans un endroit stratégique, je balance ça sur le chat. Vous savez, le chat n'aime pas d'eau. Je balance ça sur le chat. Le gars a crié en fuyant. Me voilà, je rentre à l'hôtel. Je me lave comme si de rien n'était. L'histoire se passe comme ça autour de 10-11 heures par là. À 18 heures, quand le propriétaire de l'hôtel est arrivé, le gars vient, il dit à mon frangin, « Où est ton frère ?» Le frangin m'appelle. Dès que je sors, le gars me dit que ce soit la toute dernière fois de verser l'eau sur moi. Je regarde mon frangin, lui-même il me regarde. Il est parti. Une façon de dire, il y a souvent des choses qu'il ne faut pas faire.
Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont aussi vivre les mêmes histoires parce que parfois, tu es quelque part, il y a certains animaux de compagnie. Quand tu fais un pas, le gars est à côté de toi. Donc, il faut seulement être stratégique, rester en prière et que le Seigneur gère le reste. Évitons de chercher les problèmes parce que là, vraiment, quand je rentre encore dans l'histoire, je vois que c'est moi qui ai cherché les problèmes. Évitons vraiment parfois de se mêler de ce qui ne nous concerne pas. C'était un peu ça la petite histoire que je voulais partager avec la grande famille. Partageons, likons, commentons et que le Seigneur nous garde. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la quatrième histoire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir toute la famille. Je vais raconter mon histoire. C'est une histoire vécue par moi. Et à notre entrée, c'est-à-dire l'entrée de chez moi, j'avais un salon de coiffure. Bon, ce n'était pas un salon en tant que tel, hein. C'était d'abord un salon, bon, c'est-à-dire 4 poteaux, tôle en haut et 4 poteaux. En 2011, j'ai commencé. C'était 4 poteaux et avec la tôle en haut. Donc, vu que je n'avais pas encore les moyens, je me suis dit que bon, je vais d'abord commencer par les ongles. Et j'avais mon fils il avait encore 1 an. Et je me débrouillais là-dedans. Et après, il y a une voiture, une grosse voiture. C'était un jeudi. Il y avait une grosse voiture qui s'arrête. Et juste à côté de moi, normalement, il y avait plusieurs salons. Donc, plus pour moi, ça faisait 4. On était alignés. Et je vois une grosse voiture s'arrêter. Bon, moi, je me suis dit que la voiture s'arrêtait pour aller dans un autre salon qui était juste à côté de mon salon. Et le monsieur se dirigeait vers moi. Il venait là faire les ongles. Et je me suis posé des questions que, mais attends, pourquoi c'est chez moi que le monsieur s'arrête? Et pourtant, juste à côté de mon salon, il y a plusieurs salons. Parce que là, j'étais vraiment en plein air. Il a posé la question, il m'a demandé si on faisait aussi les ongles aux hommes. J'ai dit oui. Prenez place, monsieur. Il s'est assis, j'ai commencé à faire les ongles. Et il a vraiment aimé la manière que je l'ai fait les ongles. Il m'a jusqu'à laisser un pourboire de 5 000. J'ai dit merci, il est parti. Et en partant, il m'a dit, écoute, vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? J'ai dit non, je suis... Bon, c'est jusqu'à 20h, vu que c'est pas un salon en tant que tel. Bon, pour le moment, je fais d'abord les ongles. Mais quand j'aurai plus de moyens, je vais essayer d'arranger pour que je puisse stresser aussi. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Il est reparti. 3 jours après, le monsieur est encore arrivé. Je dis je t'ai fait les ongles à peine. Maintenant, c'est 3 jours. Oh non, je m'apprête à voyager, aller au Maroc. Est-ce que tu peux encore bien vérifier, nettoyer, tout ça là? Je dis non, il n'y a pas de souci. J'ai encore arrangé. Après, il est reparti. Donc, quand il est reparti, il avait une idée en tête de m'aider. Il devait amener ces maçons et m'arranger le salon. Donc, quand il est allé au Maroc, moi, j'ai fait la connaissance d'une personne. La personne, en 2 semaines, la personne m'a monté le salon. Il m'équipait le salon. On était là, tranquille, ça allait. Mais le monsieur avec sa femme,
sa femme, mariée à la coutume, la mère de 6 enfants. Pour moi, ça me dérangeait un tout petit peu parce que moi, j'ai toujours demandé à Dieu de me donner un homme libre, pas un homme déjà occupé. Donc j'ai toujours demandé ça à Dieu. Et je me suis dit que bon, si elle est de son côté et moi je suis de mon côté, donc le reste, c'est Dieu qui va juger. Voilà comment j'ai fait 3 ans avec le monsieur avec qui j'étais. Il s'occupait de moi, il s'occupait de mon enfant. Ça allait. Le monsieur est revenu. Le monsieur, le monsieur que j'avais d'abord fait les ongles est revenu. Quand il est revenu, il m'a dit, bon, il a parlé aux voisins puisque moi j'étais à l'intérieur du salon vu qu'on a mis les belles vitrines, tout, on a tout mis. Donc, monsieur a posé la question aux voisins que, attends, la jeune fille qui était ici, son salon, bon, c'était la tôle en haut et 4 poteaux. Est-ce qu'elle a vendu la place ou bien est-ce qu'elle est partie? On a dit non, elle n'est pas partie. Voilà, c'est son salon, elle est même à l'intérieur. Monsieur est rentré. Il a pris place. Je l'ai salué. Après, vu qu'il y avait vraiment du monde dans le salon, encore nous les femmes, avec la beauté, elles étaient nombreuses. Donc, j'ai essayé de faire vite. Elles sont sorties. Il m'a posé la question, mais comment tu as fait? Est-ce que tu as vendu la place ou bien... J'ai dit non, je n'ai pas vendu la place. Bon, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé. Il dit, mais non, j'avais déjà pris quelques maçons et je voulais te voir pour essayer de voir comment il fallait faire monter le salon rapidement. J'ai dit, ah, c'est gentil, mais j'ai plus besoin de ça vu que le salon est déjà monté. Il dit, mais tu as même équipé le salon? Je dis, oui, j'ai équipé le salon par la grâce de Dieu. Ça va. Ok. Donc, si tu peux me faire les ongles, je dis, il n'y a pas de souci. J'ai terminé de faire les ongles. Il m'a encore laissé un pourboire de 5 000. Il est parti. Le monsieur venait maintenant tout le temps. Après, il a commencé à me faire la cour. J'ai dit, ah, Seigneur. Mais je ne l'avais jamais posé la question s'il avait une femme. Pour moi, je me suis dit que bon, il était libre et il ne parlait jamais de la femme. Et moi, je me suis dit que ah, peut-être que c'est un homme et il n'avait pas de bague au doigt. J'ai dit ah, c'est sûr qu'il est seul. Bon, peut-être une copine comme ça, vu que c'est un homme. Il montrait vraiment que c'était un homme responsable, tout ça là. J'ai dit ok, on va essayer de voir là d'où la relation là va aboutir. Mais je ne te promets rien. On met ça entre les mains de Dieu. Il a dit, il n'y a pas de souci. Voilà comment on a commencé. Maintenant, j'ai écarté le monsieur qui m'a aidé. Je l'ai écarté. Pourquoi? Parce que j'ai eu des problèmes avec la femme. Parce que sa femme a su que c'est son mari qui me faisait maintenant. Donc, elle est arrivée à mon salon. Elle a voulu gaspiller les choses. On essayait de maîtriser la femme avec les clientes là. Elle est repartie. Après, j'ai dit au monsieur, écoute, je pense que on va essayer de mettre une pause à notre relation. Donc, c'est une manière aussi de m'écarter de lui. Le monsieur est parti. Je suis maintenant restée avec l'homme que je croyais, un homme que je croyais avoir toute seule pour moi. Le monsieur aussi m'aidait jusqu'à ce qu'il m'a dit que il avait un bon poste. Bon, je peux pas
dire parce que, en tout cas, les murs ont des oreilles, comme on le dit si bien. Je vais, je vais mettre des détails de côté en fait. Il avait un bon poste et j'ai accepté. On était là. Mais il m'a amené une fois chez lui, dans son immeuble, conçu par lui-même. C'était tellement joli. Mais ce qui me faisait plus peur, c'est parce que il y avait un salon où c'est lui-même qui devait rentrer. Il y avait un salon où les invités ne mettaient jamais pied, bon, à part ses amis, et ce n'était pas n'importe quel ami. Il m'a dit, bon, écoute, parce que je visitais la maison, il m'a dit, non, là-bas, tu ne rentres pas. J'ai dit, mais pourquoi, chérie? Pourquoi je ne dois pas rentrer là-bas? Il m'a dit, non, écoute, tu sais, il n'y a que mes amis phares qui doivent rentrer là-bas. Donc toi, tu sais, je t'aime beaucoup et je ne veux pas déjà te montrer. Donc, je préfère que tu t'éloignes de ça. J'ai dit d'accord, mais tu sais, nous les femmes, nous sommes un peu curieuses. J'ai dit ok, comme il a dit, on ne rentre pas là-bas. Non, je ne veux pas rentrer. En tout cas, il m'amenait maintenant tout le temps chez lui. Je suis peut-être arrivée là-bas pendant 5 fois comme ça. Après, un cœur m'a dit non, arrête d'aller maintenant là-bas comme ça. Arrête. Après, j'ai arrêté un moment. Un jour, il me dit, écoute, je viens te chercher, on va dormir. Après manger, on va dormir chez moi. Je dis non, je ne me sens même pas très bien. Machin. À chaque fois qu'il me parlait de ça, je disais toujours non, je ne me sens pas très bien. Excuse-moi, voilà. Si tu peux venir au salon, moi je vais te montrer par contre chez moi. Parce que j'avais déjà un peu peur. Je me suis dit que mes parents ne savent pas où j'ai l'habitude de partir. Il vaut mieux que je l'amène auprès de mes parents. Comme ça, si quelque chose m'arrive, on va savoir que c'est lui. Donc, je l'attirais maintenant vers chez moi. Quand je l'attire, mes parents, mes soeurs, mes frères et puis ma maman nous voyaient à la maison. Ils venaient là, ils se garaient là, on parlait dans la voiture. Parfois, ils dormaient à la maison. Il y avait déjà la confiance. Après, on entamait réellement une bonne relation durable. On entamait, on était là, tranquille, c'était bien. C'était bien. Après, j'ai eu, excusez-moi du terme, j'ai eu mes menstrues. Après, il est arrivé avec un test bébé. Il m'a dit, écoute, va faire le test à la douche. Tu fais le test parce que tu es enceinte. Je dis non, je ne suis pas enceinte. Il me dit non, tu es enceinte. On m'a montré son rêve. Je dis non, je ne suis pas enceinte. Il me dit va faire le test à la douche. Je suis allée faire le test. J'ai ramené. Effectivement, j'étais enceinte. Mais j'avais les règles. J'ai dit comment ça? J'ai dit mais je n'ai jamais fait ça. J'ai fait mon premier enfant. Mais c'est quoi c'est ça? Avec mon premier enfant, j'ai jamais eu ça. Mais pourquoi ça? Après, je suis venue le remettre. Il me dit, écoute, je suis enceinte. Mais n'enlève pas. J'ai dit, papa, d'où je suis là? Je n'ai plus envie d'ajouter une autre charge. C'est vrai que tu travailles. Mais moi, j'ai envie d'avoir aussi beaucoup de moyens. Et que quand tu ne seras plus là, ou je sais pas, je ne souhaite pas ça, moi je pourrais m'occuper de mes enfants, avec toi ou sans toi. Mais si tu me laisses encore une charge comme ça, imagine-toi un peu. Il me dit non, tout va bien se passer, il ne faut pas avoir peur, ça va aller. En tout cas, ça va aller. Les mois ont commencé à avancer.
J'étais déjà dans les 5 mois. 5 mois, il est allé au Maroc. Il a voyagé, il m'a laissé l'enfant. Il est allé au Maroc. Donc, il avait même une copine à la maison. Et moi, je ne savais pas. La copine, elle était en voyage. Donc, quand je partais là-bas, je ne savais pas qu'il ne partageait pas la même chambre que sa femme. Donc, sa femme avait sa chambre. Donc, quand il voulait voir sa femme, il partait là-bas. Il faisait ce qu'il avait à faire et il allait dans sa chambre. Donc, il dormait tout seul dans sa chambre à lui. Je ne savais pas tout ça. Voilà comment leur locataire arrivait faire les ongles chez moi. Mais elle avait vu un truc, que je sortais avec son bailleur. Elle m'a dit, mais pourquoi à chaque fois je vois mon bailleur t'appeler chérie et il vient ici, te laisse les fruits, tu es enceinte? Est-ce que tu es enceinte de lui? Je dis oui, je suis enceinte de lui. Pourquoi? Oh non, parce que j'ai voulu juste te dire qu'il a une femme. J'ai dit, ah bon, il a une femme? Oh oui. J'ai dit, ok. En tout cas, puisqu'il ne m'avait jamais parlé de sa femme, donc ça veut dire que, bon, pour moi, je m'en fous en fait. Moi, je veux juste quelqu'un qui me garde, qui s'occupe de moi. En tout cas, la femme reste à sa place, moi je reste à ma place. 5 mois arrivés, j'ai dormi. Je suis allée chez moi, j'ai dormi. Pendant la nuit, je rêve comment je suis en train d'avaler un serpent. Un serpent. C'est-à-dire un serpent noir. Un serpent noir moyen. Je suis en train de vouloir avaler. Mais je remarque que dans le rêve, le serpent rentrait, il n'était pas encore totalement tout rentré. Donc quand il rentrait, je coupais la tête du serpent. Donc quand je coupe la tête du serpent, j'ai craché. Maintenant le reste du serpent est tombé dans mon ventre. Dans le rêve, le reste du serpent est resté à l'intérieur de mon ventre. Après, je me suis levée avec brutalité. J'ai attrapé la porte, j'ai voulu sortir avec force. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir comme ça? Avaler un serpent? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ce rêve? C'est quoi ce cauchemar? J'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Cette nuit-là, je n'avais pas bien dormi. Après 6 mois, sa femme m'a rendu visite avec la même voici. Oh voilà, je te présente sa femme, voilà. Et elle n'a pas fait le scandale, elle n'a pas fait. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Elles sont retournées. 6 mois comme ça, j'ai commencé à voir mal. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir les douleurs. Les douleurs. C'était comme si quelque chose marchait dans mon ventre, quelque chose me piquait de partout, au dos, au bas-ventre. La chose marchait. C'est comme si la chose voulait sortir de ma bouche. Je sais pas. Je me suis dit que bon, peut-être que c'est l'enfant, bon, ça va aller. J'ai appelé le père, c'est-à-dire le monsieur. Je suis arrivée. J'ai essayé de l'expliquer. Je dis non, le cauchemar que j'ai fait, je ne sais pas où. Mais vraiment, l'affaire là me dépasse. Parce que ça fait comme si la chose que j'ai rêvée était dans mon ventre. Il me dit non, écoute, c'est peut-être l'enfant qui t'embête. Ça va aller. Mais Dieu est grand, ça va aller. J'ai dit ok. Il n'y a pas de souci. Comme je le faisais maintenant confiance, je le faisais tellement confiance que même si quelqu'un venait me dire que c'était un sorcier, je devais dire non.
C'est pas vrai. Ah. 8 mois arrivés, j'ai commencé à avoir les maux de tête. Les maux de tête, les maux de tête. Maman dit c'est comment avec les maux de tête là. Et le bas-ventre qui te fait mal là. Parce que quand ça m'attaquait, mon frère, je rampais. Même pour nettoyer la chambre ou bien nettoyer. Même le salon là-bas, j'avais déjà mis les coiffeuses. J'ai dit non. En tout cas, je suis à la maison. Je vais vous payer avec l'argent qui va tomber. Moi-même, je n'allais même plus au salon de coiffure. Pour balayer maintenant la chambre ou bien le salon, je rampe. Je rampe. Je rampe pour balayer. Je dis, ah Seigneur, ça c'est quelle histoire? J'ai eu mon premier gosse là. Je n'ai pas eu tout ça là. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Aie pitié de moi. Je faisais les prières. Mais malgré ça, ça n'allait pas. La défunte grande sœur, avant qu'elle ne meure, avec son mari, ils m'ont pris, ils m'ont amené chez un marabout. Un marabout appelé Alafia. Bon, j'ai pris un nom comme ça, c'est pas un nom, c'est un nom comme ça. Alafia. Nous sommes allés. Je n'étais même pas encore rentrée à son salon. Il me regarde, il me dit, ah, c'est quoi c'est ça? Il dit à ma soeur, vous amenez une fille presque morte, sacrifiée chez moi. Ma soeur dit, sacrifier comment? Hein, papa? Sacrifier comment? Oh, mais elle est dans le triangle. Ah, dans le triangle? Triangle comment? Oh non, amenez-la vite ici. Amenez-la. Son mari est où? Son mari a voyagé. Son mari a voyagé. Mais là, lui, il est parti là-bas. Il a voyagé pour venir au décès. C'est-à-dire que il a fait semblant de voyager et quand il devait revenir, il devait trouver le décès. Et il devait faire comme si rien n'était, comme s'il avait trop mal, comme si quoi. Donc, le serpent qu'il m'avait introduit dans le ventre, pour lui, il pensait que le serpent avait encore la tête dans le ventre pour me détruire, pour manger l'enfant. Si l'enfant décède, moi aussi, je vais suivre. Donc, pour lui, son plan était à l'eau. Donc, il a maintenant voyagé pour attendre maintenant la mort. On devait l'annoncer que, oh non, voilà, ta copine t'a déjà laissé, voilà, elle est partie, machin. Voilà comment le monsieur, le marabout dit, faites-la asseoir ici, faites-la asseoir. On dit, coûte que coûte, cherchez vite 2 chiots. Cherchez 2 chiots. On va découper les chiots. On va étrangler les chiots sur sa tête. C'est-à-dire, c'est les chiots qui vont prendre ça, qui vont partir à sa place. Ah, Seigneur, je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Je me suis embarquée dans quoi? J'étais bien avec l'homme qui m'aidait. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi c'est ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur a vite acheté les chiots. 2 chiots. On a pris le premier chiot. On a étranglé sur ma tête, toute ma tête. Que le sang coulait sur moi. Ils ont pris le 2e chiot. Ils ont coupé sur ma tête. Ils m'ont fait manger les écorces. Le monsieur a dit, là, lui, il est en voyage là-bas. On va le dire qu'on est en train de te sauver. Et quand le monsieur va arriver, il va faire 1 mois. C'est-à-dire, quand il va arriver, il ne va plus vouloir te sentir, il ne va plus vouloir être à côté de toi. Il va maintenant avoir peur de toi. Il va s'éloigner de toi. Donc, s'il veut t'envoyer de l'argent, il va envoyer par tel monnaie. Donc, il ne va plus vouloir s'approcher de toi. Voilà comment ma mère dit que c'est tant mieux.
Moi, je veux juste qu'on sauve ma fille. On a fait tous les rituels. Voilà comment j'étais déjà, je disais que j'étais dans les 8 mois. 9 mois, le monsieur est arrivé. Donc, la douleur que je ressentais au ventre avait presque disparu. C'était déjà même parti. Les maux de tête sont partis. Le 9e mois, le monsieur est arrivé. Soi-disant qu'il était paralysé, il avait mal au pied. Donc, c'est son frère qui conduisait. Il a amené une huile. Une petite bouteille d'huile. Il me dit, quand tu vas vouloir accoucher, quand tu vas avoir les douleurs, tu me dis, je vais te frotter ça sur le ventre. Je dis, mais ça veut dire quoi? Moi, quand j'avais fait mon fils, on ne m'avait jamais frotté des choses comme ça sur le ventre. Il dit, non, ça c'est la tradition chez nous. Donc, quand tu vas vouloir accoucher, tu m'appelles. Je vais moi-même te frotter ça. Je dis, il n'y a pas de souci. 3 jours après, les douleurs m'ont attaqué. J'ai pris ma valise toute seule. J'ai même croisé les voisins qui m'ont arrêté la voiture. Je suis allée accoucher sans lui dire. Avant d'accoucher, j'ai eu des contractions le lundi. J'ai fait de lundi jusqu'à samedi sans accoucher. Donc, c'est samedi à 4 heures du matin que j'ai maintenant eu des contractions. J'ai accouché. Quand j'accouche, le placenta est resté collé dans le ventre. Le placenta, jure que ça ne sort pas. Le pauvre docteur a tout fait, tout, jusqu'à introduire des pinces dans mon ventre pour broyer le placenta, vouloir tirer, vouloir... Il a quand même réussi. Quand il réussit comme ça, le placenta est sorti. Mais après ça, c'était carrément l'hémorragie que j'ai eue après. Quand je suis tombée, avant de tomber, il y avait 2 serpillères dans la clinique. Il y avait 2 serpillères dans la chambre où j'étais. Il y avait 2 serpillères. Et il a commencé à essuyer le sang, nettoyer le sang, presser les serpillères dans le seau. Il y avait tellement de sang. Après, les serpillères étaient déjà gaspillées parce qu'il bourrait de sang. Il m'a maintenant coupé la robe que j'avais avec les ciseaux, le docteur, pour essuyer maintenant le sang encore. Après, je suis tombée. C'est-à-dire, sur le lit de l'hôpital, j'ai ressenti la fraîcheur qui montait déjà. Ça m'a pris au niveau des pieds et ça montait avec moi. Ça montait, ça montait, ça montait. Après, je me suis retrouvée au rail, c'est-à-dire sur les routes des trains là, sur les rails. Et il y avait une boule de lumière devant moi. Donc, et j'écoutais les louanges. J'écoutais les louanges. Parce que moi, j'étais d'abord à la chorale. J'écoutais les chansons que j'aimais écouter à la chorale, à l'église. J'aimais écouter les chansons. Il y avait une chanson qui passait que j'aimais écouter. Donc, je suivais maintenant la boule de lumière là. Je suivais aussi les louanges, où les louanges passaient. Donc, je marchais. En même temps, je partais en train de chanter. J'étais contente. Où je partais, je ne sais même pas. Voilà un vieillard. Moi, je me dis que c'est un vieillard parce que si c'était quand même la voix d'un jeune, je pouvais savoir que c'est un jeune quand même qui parle. Mais c'était une voix un peu... une voix comme la voix de rock. C'est-à-dire la voix des vieux. Un vieux qui me dit, écoute, tu vas où? J'ai dit non, je suis la lumière là. Et puis j'ai envie d'écouter la louange qui passe là. Donc je marchais sur les rails, je partais. Donc, pendant que j'étais allongée, voilà ma maman qui dit au docteur. Donc j'étais inconsciente en fait. Ma maman qui dit au docteur que est-ce que ma fille va bien? Parce que l'enfant est là, l'enfant ne fait que pleurer.
Est-ce que ma fille va bien? Le docteur dit non, ta fille est en train de partir. Ma mère dit non. J'ai fait 10 gosses. J'ai fait 3 garçons et le reste, c'est les filles. Toutes mes filles ont mis des enfants au monde. Je n'ai jamais perdu l'une de mes filles. Je n'ai jamais perdu mes enfants à l'accouchement. Ça ne va pas se passer comme ça. Je refuse. Elle a appelé le marabout. Le marabout a dit non, ça va bien se passer, ça va aller, machin. Voilà comment ma mère prend le bébé. Elle tape le bébé en bas des pieds pour que l'enfant pleure beaucoup. Elle me pose l'enfant à côté de l'oreille pour que j'écoute les pleurs de l'enfant. Et en même temps là-bas, j'écoutais les pleurs du bébé. J'ai dit, mais attends, l'enfant qui pleure là en train de m'embrouiller, je suis en train d'écouter les louanges là-bas. C'est comment ça? C'est l'enfant de qui m'embête comme ça? Donc le monsieur dit, retourne retrouver l'enfant. Tu vas où? Ce n'est pas encore ton heure. Retourne. Je dis, oh laisse-moi, je te dis que la louange qui passe là. Le monsieur m'a mis une gifle. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi la gifle là? Qui me gifle comme ça? Comme le monsieur était juste derrière moi. Qui me gifle comme ça? Donc quand je me retourne, quand je me suis retournée, erreur, je suis retournée dans mon corps. Quand je suis retournée comme ça là, c'est-à-dire, c'est comme si on me soulevait du lit, comme si on me dame sur le lit, boum, je me relève, je cours. Quand je cours comme ça, j'ouvre toutes les portes, je cours pour aller à la route, pour aller vers la route. On m'a attrapé si on ne m'attrapait pas. Ce qui est sûr, c'est-à-dire la voiture allait me ramasser. Parce que quand tu écoutes les gens qui du coma, il faut qu'il y a des gens autour de cette personne-là. Parce que quand l'esprit revient, ça fait en sorte, ça te bouscule, ça fait en sorte que tu te lèves et puis, je sais pas. On m'a attrapé, on m'a ramené à l'hôpital, on m'a jeté sur le lit. Le docteur m'a vite remonté, c'est-à-dire il a mis les poches de sang pour me remonter. On appelle le monsieur, on lui dit, j'ai accouché. C'est même moi qui l'a, c'est le docteur, j'avais appelé le monsieur avec le téléphone du docteur. Oh chérie, j'ai accouché, j'ai fait la fille que tu voulais. Il me dit, tu sais que tu as failli partir. Je dis, mais comment tu sais ça? Il me dit, mais quand je t'ai dit, avant d'aller à l'hôpital, il fallait que je te frotte ce médicament-là. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que tu es combattu. Pourquoi vous les jeunes filles, vous êtes comme ça, pointues? Vous les jeunes filles, vous ne comprenez jamais. Si tu mourais là, tu allais dire quoi? J'ai dit, ah, mais tu sais que je n'avais plus d'unité. Donc, tu vois même le numéro qui t'appelle. Je t'appelle même avec le numéro du docteur. Non. Arrête ça. Arrête ce que tu fais. Arrête. Si tu mourais, tu devais dire quoi? Je dis, mais le mal est passé, le pire est passé. Hein? Ça va aller. Là même, je suis là. Le docteur dit qu'il manque l'argent. En tout cas, moi, je suis paralysée. Il me dit, moi, je suis paralysée. Je n'arrive pas à marcher. Je vais envoyer mon frère. Comme on m'avait dit, que non, il va s'éloigner de toi. J'ai tout de suite compris, non. Le frère est arrivé avec 200 000. Il a remis au docteur. Le docteur a pris... puisque le docteur avait les médicaments, ils m'ont vite remonté. Maintenant, j'étais là à l'hôpital. J'attendais que le père de mon enfant vienne me rendre visite. Quel que soit l'état là, lui, il y a quand même les béquilles, tout ça là. Il n'est pas arrivé. Quand il s'agissait de me prendre pour m'amener à la maison, il a dit à son frère, va chercher madame. Tu vas le laisser chez elle. Lui-même, il ne s'est pas déplacé. Le frère arrivait avec une voiture.
C'était comme une scie portière en tout cas. Je suis montée avec ma maman et le bébé. Nous sommes allés à la maison. Lui, le frère est reparti. J'étais là triste. Je dis Seigneur, donc ce que le marabout là m'a dit était vrai. Que non, le monsieur va s'éloigner de moi. Moi qui pensais que les marabouts, tout ce monde-là, ne disaient pas la vérité. Je vis quoi comme ça là? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Un mois est passé. Deuxième mois, il a envoyé son frère déclarer l'enfant, tout ça là. Il a reconnu l'enfant, tout. Deuxième mois, il est arrivé. Quand il arrive, il descend avec les béquilles, avec une mallette d'argent. Il me dit, prends la cuvette, pose l'enfant dessus avec les draps. J'ai mis, il a pris, il a ouvert la mallette d'argent. Il a jeté les billets de 10 sur l'enfant, qui faisait 200 000. Il a dit, bon, cet argent, tu prends ça pour le lait, tout de l'enfant. Je dis, il n'y a pas de souci. Après, il est retourné. Pour voir maintenant l'enfant, c'était tout un problème. Lui-même, il a commencé à être un peu malade. Oh, le pied, oh, quelque chose monte, oh, la tête, oh, le dos. Malade. Il ne partait même plus au travail. Si le mois qui arrive, il est un peu bien. L'autre mois qui va suivre, malade. Il a commencé là. L'enfant a eu 3 ans. 3 ans pour nous voir maintenant. C'était pas éternel. Quand l'enfant même veut voir le père, rien. Il n'y a pas moyen. Après un jour, je le vois arriver. Il veut voir l'enfant, il veut prendre l'enfant. L'enfant avait 3 ans. Après, j'ai dit, on ne peut pas discuter l'enfant. Chez son papa, prends l'enfant. Il a pris l'enfant. Donc, dans son bureau, il avait une statuette qu'on l'avait remise dans une église. Je ne sais pas où. Quelle église qu'on remet déjà les statuettes. Donc, quand l'enfant est rentré au bureau, l'enfant a montré le doigt sur la statuette qu'elle voulait ça. Donc, il paraît que quand il faisait les enfants, puisque le monsieur est décédé, vraiment, ça m'a touchée. Donc, quand il faisait les enfants, il amenait les enfants à son bureau. Donc, quand il montre, il soulève l'enfant. Quand l'enfant voit la statuette, si l'enfant ne monte pas le doigt, c'est que c'est pas l'enfant là qui va rester avec ses choses. Donc, maintenant, il me dit que l'enfant, ma fille, elle a montré, elle a pointé le doigt qu'elle veut la statuette là. Donc, il était maintenant sur l'enfant, c'est-à-dire que il disait maintenant que c'est l'enfant là qui va tout rester. Oh non, vraiment mon enfant là. Donc, pour lui dans sa tête, il disait que de tous mes enfants, personne n'a pointé du doigt sur la statuette. Donc, c'est l'enfant que j'ai fait dehors là qui a pointé du doigt. Donc, c'est maintenant l'enfant là qui, quand elle va grandir, c'est lui-même qui va élever l'enfant, c'est lui-même qui va maintenant introduire les choses sur l'enfant, introduire l'enfant dans ces choses. Tout ça là, je ne savais pas. On m'avait dit ça là-bas. Mais moi aussi, je ne pouvais pas aussi refuser qu'il puisse voir l'enfant. Je me suis dit que, c'est comme ça, c'est le père. Après, je suis retournée chez le marabout. Le marabout me dit, protège-toi. Je t'ai protégé pendant que tu étais enceinte. Maintenant là, protège l'enfant. Protège-toi. Amène ton enfant. Je vais vous faire des petites protections. J'ai ramené l'enfant. Il nous a porté des gourmettes là. Après, nous sommes repartis. Il dit, quand il nous a vus, il dit, c'est quoi ces gourmettes? Je dis, non, c'est juste la fantaisie, vu que les bras ne restent jamais nus. Parce que moi, normalement, je n'aime pas quand mon bras reste nu. Oh non, si c'est toi qui aimes
qui aime ça, mais pourquoi mettre ça à mon enfant? Je dis non, c'est une fantaisie. Moi, j'aime bien, c'est tout. Il était là. Ah, c'était vraiment, euh, c'était vraiment compliqué. Parce que d'une part, j'avais peur, de l'autre part, bon, je me suis dit, bon, c'est l'enfant et c'est le père, il ne peut pas quand même tuer l'enfant. Peut-être que c'est parce que l'enfant était dans le ventre. Je lui faisais maintenant totalement confiance. Je lui envoyais l'argent. Quand il avait le temps, il n'arrivait plus chez moi, il nous voyait sur la route, on repartait. Ah Seigneur, les jours passaient jusqu'à ce que on m'a dit qu'il est décédé. Ah, quand il est décédé, j'ai vu comme si le ciel était tombé sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle histoire? C'est quoi c'est ça? Je suis repartie chez le marabout. Le marabout a dit, mais je ne pouvais pas te dire qu'il allait mourir. Je ne pouvais pas parce qu'on a fait le retour à l'envoyeur. Je me suis fâchée avec le marabout. Je dis non, tu devais quand même faire un truc pour que... Un truc comme une leçon de morale. Il me dit non, tu sais combien de gens il a tué? Tu sais combien de gens il a tué? Tu ne sais pas que il y en avait, ce n'était pas seulement nous. Il y avait beaucoup d'esprits qui étaient derrière lui. Les esprits qu'il a tués. La fille qui est morte par accident, qui s'apprêtait à aller acheter les choses pour le mariage coutumier. Elle est morte avec son oncle. Son oncle est mort avec les deux pieds coupés. Elle est morte. C'est comme si c'était la machette qui était passée sur elle. Ce qu'il a fendu en deux. Tu as déjà vu une voiture qui fend quelqu'un en deux? J'ai maintenant posé les questions à son frère. Son frère m'a dit, oui, il avait une copine qui devait épouser, que la voiture a fendu en deux. Après, j'ai dit, merde. Donc, il faisait comment? Il avait sa copine dans la maison, mais il avait les copines dehors. C'est-à-dire, il faisait comment? Quand la copine tombe enceinte, soit il prend l'enfant, soit il prend la copine avec l'enfant. Et moi, je ne savais pas tout ça. Donc, c'est ça là qui lui montait des grades. Donc, maintenant, dans ces choses là-bas, on a dit, il faut qu'il donne, il me donne, il donne en même temps l'enfant qui était dans le ventre. Mais il nous a ratés. Voilà pourquoi il a commencé à tomber malade comme ça, jusqu'à ce qu'il est mort. Mais c'est pas grave. On est échappé, Ben. Vraiment, on est échappé. Et c'est là d'où ma mère a dit que quand vous voyez une poule, c'est-à-dire une mère poule, quand vous voyez une mère poule dans un village, ne venez pas profiter, c'est-à-dire ne venez pas vouloir profiter à voler un poussin parce qu'elle ne va pas se laisser faire. Vous voyez une maman dans un village, pas d'homme, parce que mon papa est mort, je n'avais que 8 ans. Vous voyez une maman qui a fondé son village, qui a fondé sa famille, et vous voulez venir carrément prendre comme ça et partir. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi maman a demandé qu'on puisse faire le retour à l'envoyeur. Qu'on ne dit pas forcément que c'est lui, mais comme on a confirmé et c'est vraiment, on a fait des enquêtes, on a tout cherché, on a vu que c'était vrai. Donc, c'est ça, on a fait le retour à l'envoyeur. On n'a pas cité le nom de quelqu'un, on a fait le retour à l'envoyeur parce que c'était grave. C'était vraiment très grave. Donc, c'était ça mon histoire. C'était ça mon histoire. Et moi, le conseil que je vais donner à mes sœurs, c'est de ne pas chercher beaucoup dans la vie, en fait. De ne pas trop chercher dans la vie. Même si un homme qui vous considère
un homme déjà marié, parce que ce n'est pas toi qui as appelé l'homme marié venir vers toi. Si c'est quelqu'un de bien, il peut même te construire ta maison. Mais vu connu, il s'occupe de toi. Plus que c'était même un musulman avec qui j'étais d'abord. Donc, chez eux, ils peuvent épouser jusqu'à 5 femmes. Et moi, j'ai pas vu ce côté-là. J'ai voulu aller, c'est-à-dire avoir pour moi-même. J'ai voulu avoir pour moi-même. Et voilà pourquoi je me suis mise dans des problèmes comme ça. Mais vraiment, la patience paye. C'est tout ce que je veux dire à mes soeurs, que la patience paye. Parce que si je patientais, aujourd'hui, je devais toujours être avec le monsieur qui m'a conçu le salon et je devais toujours être là, évoluer tranquillement sans m'attacher dans des choses comme ça, aller aller faire les rituels, aller ceci, cela. Non. Vraiment, je veux dire que la patience paye. Et aujourd'hui, j'ai compris que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. C'était ça mon histoire. Et merci beaucoup. Et en tout cas, je vais repasser pour une autre histoire. J'ai vraiment beaucoup des histoires. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Coucou, bonjour la famille, bonjour DMG, bonjour à tous les membres de cette plateforme. Ce matin, j'ai une histoire qui s'est passée à Yopougon, à Abidjan, à Yopougon. C'est l'histoire d'une sœur qui vendait les fruits. C'est-à-dire cette dame-là, elle faisait son commerce selon la période en tout cas des fruits, des arachides. C'est-à-dire si c'est période de mangue, en tout cas elle est dans le commerce de mangue. Si c'est période des avocats, elle est dans le commerce d'avocats. Si c'est les périodes de papaye, d'arachide, en tout cas, c'est comme ça, elle, depuis que je la connais, c'est comme ça, elle vend. Voilà, c'est comme ça, elle fait son commerce. Et un jour, elle est allée vendre. Et au retour, c'est-à-dire dans la soirée, quand elle rentrait chez elle, au niveau de Gabriel Gare, elle dit qu'il y a un monsieur qui l'a appelé. Et le monsieur était arrêté à côté d'une très belle voiture. Et le monsieur aussi était très bien habillé. Et elle pensait que le monsieur voulait faire des achats. Quand elle s'est approchée du monsieur, le monsieur lui a dit « Madame, ça va ?» Elle dit « Oui ». Donc elle a déposé ses bagages, elle a déchargé son bagage. Et ça, il lui a dit « Non, que je ne veux pas payer. C'est pas pour acheter les arachides, mais c'est pour te donner ça. » Le monsieur a enlevé un billet de 5000 francs, nouveau, bien repassé, propre, pour lui donner. Et il lui a dit, prends ça, c'est pour toi. Maintenant, elle a pris l'argent. Intérieurement, elle s'est dit, aujourd'hui là, ma journée était un peu difficile. Que je suis allée vendre, ils n'ont même pas payé, ça n'a pas marché. Mais Dieu a utilisé quelqu'un pour m'aider. Et la personne m'a donné 5000. Elle dit, intérieurement, elle était contente. Donc, elle a dit merci au monsieur. Et puis, elle est partie. Le monsieur n'a rien acheté. Seulement, c'est les 5000 francs qu'il lui a remis. Donc, elle était contente, elle est partie. Puisqu'elle habite à la GESCO, elle dit, avant de rentrer à la maison, elle est descendue au marché de GESCO. Elle a pris les 5000 francs là pour faire des achats. Et puis, elle est rentrée avec. Elle est allée, elle a fait à manger aux enfants, tout et tout. Et puis, ils se sont couchés pour dormir. Au milieu de la nuit, elle s'est mise à crier. Au secours, aidez-moi, elle veut m'attraper.
et il veut m'attraper. Aïe, tout le monde est paniqué dans la maison. On dit, mais qui veut t'attraper? Elle dit, le monsieur qui m'a donné 5 000 francs, là, veut m'attraper. On dit, aïe, quel monsieur qui t'a donné 5 000? C'est là, elle a expliqué comment le monsieur a fait pour lui donner les 5 000. Toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Elle court dans tous les sens, aidez-moi. Il veut m'attraper. Il est là, il veut m'attraper. Jusqu'au petit matin, quand on nous a appelés pour nous dire, dans la précipitation, on est tous partis là-bas. Je vous assure, les amis, ma soeur était paniquée. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle explique que c'est le monsieur qui m'a donné 5 000 francs. Quand je vendais, je passais vers Gabriel Gala. J'ai vu un monsieur qui était dans une belle voiture. Lui-même, il était bien habillé. Il m'a donné 5 000 francs. Et il veut m'attraper. Il veut m'attraper. Donc, c'est là les parents maintenant l'ont prise pour aller marcher un peu, aller voir les praticiens, pour aller voir certaines personnes qui peuvent les aider. C'est arrivé. C'est là on leur a dit que le monsieur qui lui a donné les 5 000 francs là, qu'il a pris son âme. Il a pris son âme avec les 5 000 francs. Les parents disent, aïe, il a pris son âme comment? On dit oui, il a pris son âme. Donc, la situation que votre enfant est dedans là, ce n'est pas une petite situation. Si vous ne vous levez pas pour vous arrêter là, ce n'est pas une petite situation, elle est dedans. Donc, il faut que vous luttez pour elle. Sinon, le monsieur là veut, il a pris son âme comme ça, en lui donnant les 5 000. Donc, nous tous là, on était étonnés. On était étonnés. Et je ne savais pas que ce genre de choses existait. Je vous assure, la famille. Je ne savais pas que ce genre de choses existait. Et c'est depuis que j'ai commencé à écouter les histoires de DMG que j'ai compris que vraiment ce qui arrivait à ma fille, à ma soeur là, c'était vraiment la réalité. Je ne savais pas que avec de l'argent seulement là, quelqu'un pouvait prendre la vie de quelqu'un. C'est en écoutant les histoires de DMG et que j'ai comparé ces histoires là à l'histoire de ma soeur là, j'ai compris que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas travaillé pour lui, il te voit comme ça, il te donne de l'argent et puis tu prends. Ah, vraiment, c'est compliqué. Mais bon, elle aussi, elle ne savait pas. Elle ne savait, comme je suis en train de vous dire là, que je n'ai jamais su que ce genre de situation pouvait exister là. La soeur ne savait pas qu'en prenant l'argent, elle est en train de vendre son âme comme ça. Vous voyez? Et moi, bizarrement, je ne ramasse pas l'argent. Je n'ai jamais ramassé l'argent. Dire que je suis en train de marcher dans la rue et puis j'ai ramassé l'argent. Je n'ai jamais ramassé l'argent. Par contre, j'ai plusieurs de mes camarades, de mes soeurs qui disent je partais dans tel endroit, j'ai ramassé. Il y a une même qui dit un jour qu'elle a ramassé 16 000. Il y a une autre qui dit un jour, elle partait au marché, elle a ramassé, elle a vu un vieux bédou comme ça. Elle a ramassé, il y avait 25 000 francs dedans. Elle a pris. C'est là, moi, intérieurement, j'ai dit, ceux-là, ils font comment pour ramasser l'argent? Oh? Moi, je n'ai jamais ramassé l'argent. Ou bien c'est la malchance qui est sur moi, je ne ramasse jamais l'argent. Mais je vous assure que depuis que j'écoute les histoires de DMG, là, j'ai dit, c'est que vraiment, moi, Dieu me protège. Dieu me protège. Et moi, je croyais que c'était la malchance de ne pas ramasser l'argent. Alors que Dieu me protégeait de ne pas ramasser l'argent piégé, de ne pas ramasser l'argent satanique, ou bien de ne pas ramasser l'argent chose travaillée. Vraiment, la famille, c'est ce qui est arrivé à ma soeur. Et vraiment, j'ai fait les comparaisons avec les histoires que j'ai écoutées sur DMG. J'ai compris que au-delà de ce qu'on peut imaginer même, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Vraiment, merci beaucoup et bonne écoute à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. Bonsoir. Je suis là encore pour une autre histoire. Et une histoire, c'est une histoire que maman m'a racontée. Et une histoire de leur famille. Et oui. Et donc la famille de maman, et ce sont des ethnies de Moussi, comme dit Younossi.
Voilà, on dit les yoncés. Les yoncés. Il y a des ethnies qui marchent avec le vent. On peut dire de tornade, quoi. Mais c'est pas de tornades trop comme à l'extérieur, mais c'est des tornades. Les ethnies qui marchent à genre tornade, qui devient tornade qui marche là. Oui, oui. La famille de ma mère, ils sont comme ça. Mais dans leur village, il y a 2 montagnes. L'autre là, on l'appelle Poko. La femme, on l'appelle Poko. Mais l'homme là, on l'appelle Roro. Mais Roro, la personne ne monte là-bas. C'est Poko maintenant que les gens montent. Une fois même, je me suis allée. Maman a dit d'aller voir. Je suis allée monter, aller regarder, puis descendre. En bas maintenant, il y a un trou. Genre, on peut dire grotte ou quoi. Voilà. Et puis, il y a des choses qui sont là-bas qu'on appelle zibri. Zibri dans notre langue. Je ne connais pas en français, mais dans notre langue à Mouré, on dit zibri. Et puis maintenant, les gens du village rentrent là-bas, ils les enlèvent, ils partent aller cuire manger. Mais si tu n'es pas de ce village, tu ne peux pas rentrer. Nous les choses, comment dirais-je, nous, nous, nous venus de côté, genre, c'est la famille de maman. Donc, nous qui ne sommes pas réellement dans la famille, on peut pas. Si c'est les garçons, les enfants de frères de ma maman, eux, leurs enfants peuvent rentrer. Mais les enfants de leurs filles, là, ne peuvent pas rentrer. Parce que c'est pas, ils ne sont pas dans leur famille. Voilà, comme nous, par exemple, comme nous, si nous, on parle là-bas, on parle les rentrer. Et puis maintenant, tu rentres là, tu ne sors plus. Il y aura un gros serpent qui va sortir, aller boucher le trou. Quand tu sors plus, il est là, il te regarde, il ne te mange pas, il est là, il te regarde. Et puis maintenant, ceux qui sont de la famille, eux sortent maintenant. Ils laissent le passage, eux peuvent sortir. Mais toi, tu ne sors pas. Eux ils sortent maintenant, aller annoncer ça à l'évier, tout, annoncer ça à la famille. Maintenant, ils vont venir tuer un cabri, demander pardon. Et puis maintenant, le servant va laisser le passage et puis et, et, celui qui est dedans en question là sort. Dans leur famille, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu la chance, je suis allée, mais je n'ai pas rentré dans le côté. J'ai monté seulement aller regarder aux alentours et puis repartir. Oui, c'était mon histoire aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Le direct, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.